Kwehaweti, Yihe, Annie Pauline sans façon Yatsi, Wendat Indi. Donc, je voulais vous souhaiter la bienvenue à l'Université de Montréal. Bonsoir, distingués invités. Ça nous fait vraiment plaisir ce soir d'être ici avec vous pour cette soirée. Je suis Annie Pauline sans façon, je suis vice-rectrice adjointe aux relations avec les premiers peuples, au vice-rectorat, au communautaire, à l'international et aux premiers peuples. Je suis aussi Wendat, donc je vous ai adressé quelques mots dans ma langue avant de commencer. Donc, première chose que j'aimerais faire, c'est une déclaration territoriale. Premièrement, vous dire que l'Université de Montréal reconnaît qu'elle est située sur un territoire autochtone non cédé par voie de traité et souhaite saluer la nation Kanien'kehá:ka pour la gardienne des terres Montréal, Tiohtià:ke. Elle exprime son respect pour la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés ici et partout dans le monde. J'aimerais aussi profiter de ce moment pour vous rappeler que le 30 septembre prochain sera la journée Vérité-Réconciliation. Cette journée, c'est un symbole de commémoration des personnes victimes de pensionnats autochtones. Il est important de se rappeler que les pensionnats qui ont été soutenus et financés par l'État ont été un moyen pensé pour assimiler, voire même exterminer les populations autochtones. La journée Vérité-Réconciliation, c'est important pour les communautés, mais aussi pour l'Université de Montréal qui souhaite prendre le temps de se commémorer cette histoire, d'honorer les personnes survivantes et les enfants qui ne seront jamais retournés dans leur famille. Nous souhaitons aussi prendre le temps de se rappeler que les communautés vivent encore aujourd'hui les conséquences de ces pensionnats et, plus largement, d'un génocide culturel. Ici, à l'Université de Montréal, il est essentiel pour nous de développer et de maintenir des relations respectueuses avec les communautés autochtones. En 2024, nous avons lancé un deuxième plan d'action, Place aux premiers peuples. Ce plan d'action-là, c'est un engagement fort de l'Université d'avancer dans la réconciliation. Le plan d'action vise à mettre en place diverses stratégies. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir sur notre super site web Place aux premiers peuples. Mais nous essayons vraiment d'augmenter la visibilité de la présence autochtone à l'Université de Montréal, le soutien, la sécurité et d'arriver à un meilleur équilibre des savoirs, c'est-à-dire d'emmener de plus en plus de façon présente des savoirs, des savoir-faire et des visions du monde autochtones dans différentes activités de l'Université de Montréal. Donc, des activités comme aujourd'hui, évidemment, et la présence de l'auteur invité et ancien journaliste Michel Jean est une activité qui s'inscrit dans les efforts de réconciliation et qui, je pense, va vraiment venir, encore une fois, visibiliser la présence autochtone. Donc, je vous remercie profondément, Monsieur Jean, d'être avec nous ce soir. Et voilà, j'aimerais maintenant passer la parole à Frédéric Bouchard, qui est notre doyen de la Faculté des arts et des sciences, qui va vous adresser quelques mots. Merci. Merci, Annie. Bonsoir à toutes et tous. Donc, comme on l'a mentionné, je suis Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Merci d'être avec nous ce soir pour cet échange. Comme l'a évoqué ma collègue Annie Pauline sans façon, cet événement est organisé dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, dont la date officielle est le 30 septembre. Nous prenons un peu d'avance afin de profiter des disponibilités de nos participants. Au cours de la discussion, nous tenterons d'apporter certains éléments de réponse à des questions comme quel rôle les universités ont-elles à jouer dans le processus de réconciliation? Comment les arts peuvent-ils contribuer à promouvoir la réconciliation? Quelles sont les divergences entre les perspectives provenant d'Europe et celles du Canada concernant les premiers peuples? Comment la relève peut-elle poursuivre le chemin vers la réconciliation? Pas de pression, c'est une bonne liste d'enjeux. Nous avons le privilège d'avoir parmi nous Michel Jean, diplômé de la faculté en histoire et en sociologie, et qui est franchement très généreux avec nous auprès de notre communauté étudiante et notre communauté de collègues tout au long de l'année. Parallèlement à sa carrière dans le monde des médias, il a construit une œuvre littéraire qui lui a valu de nombreuses distinctions. Issu de la communauté Innu de Mashtewiyats, il joue un rôle crucial pour la diffusion d'une connaissance sensible de l'histoire des peuples autochtones et pour une meilleure compréhension des réalités actuelles des personnes autochtones au Québec. Cette année, il a été nommé chevalier de l'Ordre national du Québec. Depuis 2024, nous sommes très fiers de l'accueillir à la faculté à titre d'auteur invité. Merci d'être avec nous ce soir, Michel.
Pour animer cette discussion, j'ai le plaisir de vous présenter mon collègue Mathieu Arsenault, professeur au département d'histoire. Mathieu est spécialiste des relations entre les Autochtones, l'État et les colons du Québec et au Canada au 19e et 20e siècle. Ses travaux portent sur la parole politique autochtone, le colonialisme de peuplement, l'évolution du département des affaires indiennes, l'historiographie ainsi que l'histoire de la santé et des relations entre l'État et les Premières Nations au Québec au 19e et 20e siècle. Nous sommes vraiment choyés de vous avoir avec nous ce soir pour cet échange qui vise à nous amener à réfléchir, s'informer et à en apprendre davantage sur notre histoire. Vous savez, à la Faculté des arts et des sciences, ce qu'on essaye d'abord et avant tout, c'est d'élargir les horizons de nos étudiants, mais on est ravis si, avec des événements comme ça, on peut élargir nos horizons à nous tous. Et donc, nous sommes ravis de vous avoir. Mais ici, je vous adresse à vous une invitation. Vous avez une belle occasion, suite à l'échange, de pouvoir poser vos propres questions à Michel Jean dans la seconde partie de l'événement. Et donc, je vous invite, il y a des micros au centre, là, après l'échange. Je vous invite à profiter de cette belle occasion pour discuter plus longuement. Entre-temps, je vous souhaite une bonne soirée à vous toutes et vous tous. Merci. Parfait. Bien, merci beaucoup, Frédéric, et puis pour ces mots d'introduction et puis ces présentations. Merci, Michel, de te joindre à nous. Merci. Merci. J'aime pas quand les gens applaudissent avant. Après ça, tu dis peut-être qu'ils vont être déçus. Ils vont regretter. On le saura après. Okay. Alors, ben, merci à vous toutes et tous d'être présents ici ce soir. Et puis, la première question, en fait, avant qu'on réponde à toutes les questions très profondes que Frédéric a mentionnées, j'aimerais te demander, Michel, le titre de l'événement, « Sur les chemins de la réconciliation », qu'est-ce que ça t'évoque? Oh boy! J'écoutais tantôt quand on parlait des gens qui ont vécu le pensionnat. Moi, dans ma famille, évidemment, il y en a beaucoup. Toutes les tantes de ma mère, les cousins sont allés et on a une des cousines de ma mère qui fait partie de ces enfants qui sont allés dans un pensionnat. Ils étaient envoyés, les gens de Machetoyotz, à l'époque à Fort-Georges, avant qu'ils fassent un pensionnat comme tel à Pointe-Bleue, comme on l'appelait à l'époque. Et donc, Julienne, qui avait 10 ans, est soudainement tombée malade. On n'a jamais eu de rapport médical nous disant exactement de quoi elle souffrait, mais c'était suffisamment grave, semble-t-il, pour que de la Baie James, où elle était, on l'envoie d'urgence à Montréal. Et elle n'est jamais revenue. Est-ce qu'elle était vraiment malade? Est-ce qu'elle a été frappée? Est-ce il s'est passé quelque chose? Et la famille n'a appris son décès qu'au printemps, quand les élèves revenaient du pensionnat, il en manquait une dans le groupe. Et les parents ont appris à ce moment-là que leur fille était morte depuis 6 mois. Personne n'avait pris la peine de les avertir et on ne savait pas où elle était enterrée. Et ça a pris 30 ans de démarche pour avoir un bout de papier qui nous dit qu'elle est enterrée quelque part au cimetière de Ganawagi, fosse commune, on ne sait pas où exactement. Donc, comme vous comprenez, c'est parfois difficile de trouver et de prouver que les gens sont là. C'est pas aussi simple que parfois on veut le présenter. Mais la blessure reste ensuite. Et j'ai le souvenir de Jeannette, les cousines de ma mère, qui ont cette blessure-là d'avoir perdu une des leurs. Alors, cette journée-là, pour moi, c'est un peu ça. Je me dis que chaque famille autochtone a une histoire comme celle-là. La nôtre, elle n'est pas exceptionnelle. Il faut soigner les blessures, puis ensuite, il faut, dans l'expression vérité et réconciliation, c'est Lisa Isaac qui le dit, il y a le mot vérité qui est très important. La vérité, c'est ce qui s'est passé. Il faut s'entendre là-dessus. Puis une fois qu'on a fait ça, le chemin de la réconciliation, c'est quelle étape après? Et on a commencé, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais je vois beaucoup de bonne volonté dans la société. Pour moi, c'est ça qui est la chose la plus encourageante pour l'instant. Entre autres, les événements, puis les efforts comme l'Université de Montréal, que ça me fait plaisir de le souligner parce qu'ils sont très proactifs. On a ici une professeure qui patentée de l'Université de Montréal, qui est une Innu, qui enseigne la langue. Si on n'aurait pas vu ça il y a quelques années après, on voit des comités qui sont faits pour les étudiants autochtones, pour célébrer ceux qui font des études. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se font dont les gens n'ont peut-être pas conscience, mais que les Autochtones voient. Alors, chacun à son échelle peut faire des choses. Oui, tu faisais référence à, effectivement, Yvette Molène qui est avec nous, qui t'écoute et qui te surveille, à savoir si tu vas dire des bonnes choses. Écoute, je pense que oui. Est-ce que tu as
ce que tu nous racontes me rappelle que les institutions dans la société, au Québec, au Canada, sont interreliées. Aujourd'hui, on parle des étapes de l'université envers la réconciliation, mais l'éducation, le système de santé, comme dans le cas que tu as mentionné, sont interreliés. Et puis, ça m'amène à souligner, on a dit tout à l'heure, on est un peu en avance pour la journée de la réconciliation, mais il faut le voir comme le mois de la réconciliation. Et cette année, ça fait 5 ans que Joyce Echaquan est morte de manière tragique. Ça fait 5 ans, hein? C'est la 5e année aujourd'hui. Ouais. Donc, ça nous rappelle aussi le chemin qui reste à faire. C'est moi qui avait c'était pas un exploit, là, mais quand Joyce est morte, j'étais à Joliette, je faisais des directs, puis je recevais sur mon téléphone une vidéo, puis ça parlait en Atikamekw, et mon Atikamekw n'est pas tellement bon. Donc, je ne comprenais pas c'était quoi, j'ai cherché, puis finalement, après mon dernier direct dans le 18h, je me suis assis dans le camion, j'ai regardé, j'ai appelé des gens et j'ai compris ce qui s'était passé, puis j'étais revenu à la station, j'avais dit à mes patrons, je pense que c'est une assez grosse nouvelle, là, mais j'aimerais attendre à demain pour la sortir pour faire des vérifications, quitte à se faire scooper, tu sais, quelqu'un d'autre pour le sortir. Mes patrons avaient accepté, puis le lendemain, on avait parlé avec des gens, puis on avait sorti la nouvelle à midi, puis le choc que ça avait créé dans la société. Et moi, si j'étais premier ministre du Québec, je me suis le dire, parce que j'ai aucune intention de le devenir, donc ça ne m'engage pas tant que ça, mais si j'étais premier ministre du Québec, je créerais une journée nationale Joyce Echaquan, parce que j'ai la prétention de penser que Joyce Echaquan a aidé les Québécois à comprendre qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et il y a un avant et il y a un après. Et je pense que Joyce, c'est quelqu'un qui a contribué à la société en éveillant des consciences. Bien, justement, la question de la journée nationale de la vérité et de la réconciliation, l'Université l'honore. Le 30 septembre est un jour férié. On tient cet événement avec toi aujourd'hui. À Ottawa, pas à Québec. À l'Université, ici, on le fait. À Québec, on ne le fait pas. Donc, qu'est-ce que ça t'amène comme réflexion sur notre rapport à la réconciliation ici? C'est pas tout le monde qui y accorde la même importance. Je pense que ça, c'est un fait. Là. Si on décide que... Je sais que le premier ministre avait dit on a déjà beaucoup de fériés. Oui, c'est vrai quand même. C'est un argument. Mais je pense que ce que ça montre en réalité, c'est que dans une démarche, il y a du mouvement. Et à mon sens, il y a un mouvement actuellement. Et le mouvement, selon moi, est beaucoup poussé par la jeune génération. C'est-à-dire que moi, je le vois avec mes livres, notamment, puis c'est pas qu'au Québec, d'ailleurs, c'est la même chose en Europe quand j'y vais. Les jeunes sont beaucoup plus ouverts à ces questions-là maintenant. Pour eux, ça s'inscrit dans un contexte universel. On s'intéresse aux droits des premiers peuples ici, en Nouvelle-Zélande, les Samis, en Europe. Toutes ces questions-là sont importantes. Et je pense que des fois, les gens ne le réalisent pas encore, mais je pense qu'une des raisons pour laquelle ça va vraiment bouger pour moi, c'est parce que, justement, cette génération qui monte y croit. Et je sens aussi, je le disais tantôt, mais une bonne volonté. Il y a beaucoup d'institutions qui font des choses importantes. On parlait de l'Université de Montréal, ce n'est pas la seule. Même des entreprises comme Hydro-Québec, je veux dire, avec qui on n'a pas toujours été amis. Les barrages, ça se fait chez nous, les Inuits quand même, on va se le dire, les Atikamekw aussi. Ils crient, parlez-en à l'abbé James. Mais même chez Hydro-Québec, j'ai vu chez les dirigeants des volontés de faire les choses autrement, de réaliser qu'on ne peut pas faire comme on faisait à l'époque, etc. Donc, ça se fait. Au plan politique, souvent, on a l'impression que ça évolue. Je peux le dire comme ça. Et je pense qu'il y a des pressions qui doivent continuer d'être exercées pour que ça évolue plus vite. Parce que souvent, j'ai l'impression que c'est au plan politique que ça bloque davantage, personnellement. Selon mon observation, je ne blâme personne. Et des événements comme la journée du 30, c'est des moments importants parce que c'est des moments où on en parle. On arrête, on y réfléchit. Et c'est une journée dans l'année qui est consacrée à ça. Et ça a valeur de symbole. Et je voudrais que pour les Premières Nations et les Inuits, c'est quelque chose d'important aussi. Voilà. Et on a mentionné tout à l'heure que tu avais fait ta formation notamment en histoire à l'Université de Montréal. Je n'étais pas encore professeur. Et je suis beaucoup moins compétent que tu l'es. Mais, de toute façon, moi, ce que je veux, c'est ton regard de quelqu'un qui est revenu à l'université un peu plus tard, Oui. puis voir comment, de ton point de vue, les choses ont évolué, puis comment est-ce qu'on contribue, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre contribution à la réconciliation?
Ben, un des problèmes des Premières Nations et des Inuits, c'est qu'on est absent de l'espace public. Alors, l'espace public, ça comprend aussi les livres d'histoire et toutes ces choses-là. Moi, je peux dire ça, dans mon temps, il y en a que je regarde ici, votre tête est même avant le mien, donc on est une gang qui peuvent dire ça. Et donc, à l'époque, on n'en parlait pas. On avait, nous, un cours, c'était révolutionnaire à l'époque, par M. Dickinson, déplacement des peuples amérindiens avant l'arrivée des colons, des Blancs. Puis c'était le vendredi matin à 8 heures. Ils avaient vraiment choisi une heure pour qu'on soit éveillé, en forme, motivé. Mais j'avais trouvé ça quand même intéressant. C'est la première fois que je voyais ce sujet-là abordé dans mon parcours scolaire et ou universitaire. Aujourd'hui, c'est très différent. Il y a des professeurs comme Mathieu, très compétents, et très ouverts aussi, qui expliquent les choses, qui exposent. Les universités en parlent. J'ai été dans des cours de littérature autochtone cette semaine avec des groupes d'étudiants. Il y a des associations d'étudiants, pas nécessairement autochtones, mais sensibilisés à la cause. Je ne sais pas ce qu'on a dans leur association, mais c'est un groupe d'étudiants qui s'intéressent à ces questions-là. Il y a quelque chose qui est là, qui commence. Ça va évoluer. Et un jour, quand tu seras un recteur, Mathieu, aux cheveux gris comme moi, et que tu aurai la photo de moi en arrière de ton chose en souvenir de l'époque où on était amis ici, tu vas avoir plein de professeurs qui vont être des professeurs autochtones, qui vont parler, qui vont être professeurs de sujets d'histoire autochtone, mais de physique nucléaire, on l'espère aussi, dans différents domaines, parce qu'il faut diversifier. Et je pense que de voir ça dans les universités, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Tu sais, je veux dire, moi, mes romans, maintenant, depuis Kokum, je donne des titres en langue Innu, ou, disons, en langue autochtone, parce que Kokum, c'est Innu, mais Tiohtià:ke, c'est du Mohawk, puis on a fait un recueil qui s'appelle Wapke, c'est de l'Atikamekw. Et la raison pour laquelle les titres sont en langue autochtone, c'est pas parce que c'est facile à retenir, c'est parce que c'est pour mettre un mot de langue autochtone dans l'espace public. Tu vas chez Renaud-Bré ou dans une librairie indépendante, tu vas au moins voir un titre. Il y en a plusieurs maintenant, quand même. Mais pour moi, s'imposer dans l'espace public est quelque chose d'important. Et je constate que dans les universités, ça l'est de plus en plus. Mais ça, cette place-là dans l'espace public, elle touche, selon moi, au concept de la réconciliation, parce que... Absolument. Ben oui, tu as raison. La réconciliation... C'est pour ça que tu es professeur d'université, puis moi, je suis juste écrivain. Parce qu'on fait une bonne équipe. Oui, c'est ça. Et justement, dans le concept de réconciliation, c'est pas la réparation. La réparation, c'est quelque chose de plus individuel. C'est, on a des problèmes, il y a les pensionnats, il y a des réparations. C'est souvent négocié en dollars, ce qui est qui est peu personnel, là, mais ça ne va pas aux émotions. La réconciliation, ça fait appel à bâtir de nouvelles relations. C'est un mot à l'espace public à la fois, un nom de rue à la fois, un roman aussi à la fois. Ouais. Et dans ce sens-là, comment les arts, toi tu es en littérature, comment est-ce que les arts peuvent aider cette cause-là au-delà, à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de l'université? À Joliette, ils ont changé le nom de la rue d'un ancien prêtre agresseur sexuel. Ils lui ont donné le nom de la rue de la fille de Jeannette, une de mes cousines, France Robertson, qui est décédée, puis qui s'occupait du Centre d'amitié autochtone à Joliette pour les Atikamekw. Puis ça avait été un moment très émouvant quand on avait vu ça, la rue France Robertson. Moi, je trouve que la littérature, par exemple, c'est un outil extraordinaire pour aborder des questions qui sont compliquées, qui sont difficiles, sans que les gens aient l'impression qu'on est en train de leur faire la morale, excuse-moi, monsieur le professeur, qu'on leur donne une leçon, un cours. On fait juste leur parler d'une histoire, de quelque chose. Et à travers le roman, on est capable d'aborder des questions importantes. Tu sais, par exemple, si je prends l'exemple de Kokum, mon roman, ben, on peut le lire pour ceux qui l'ont lu, l'histoire d'amour entre Almanda et Thomas, qui est mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père. Ça, c'est vrai, on peut le lire pour le paysage, la nature qui se déploie dans le roman. Mais le thème du roman, pour moi, c'est la sédentarisation forcée des Autochtones et ses conséquences. Mais sédentarisation forcée, c'est pas un bon titre pour un livre. Et donc, pour un livre d'histoire, c'est mieux. Oui, exactement, c'est ça. Mais ça ne s'est pas retrouvé dans le roman. Mais on peut parler de sédentarisation à travers un roman. Et ça a le potentiel d'être une œuvre qui va être grand public dans certains cas. Tu sais, comme Kokum, il y a une pièce de théâtre. Je veux dire, après-midi, j'étais là, il y a un projet de documentaire. Ça peut se déployer de différentes façons. Et ça rejoint des gens de toutes les générations. Alors, en même temps, je vous dirais que moi, je constate qu'il y a des os, c'est-à-dire des os, il y a des problèmes.
disons ça comme ça. Encore. Puis, je ne sais pas si vous le savez, mais j'écris aussi dans la presse. Je fais des chroniques littéraires. Puis j'ai écrit une chronique à un moment donné sur le racisme systémique dans les milieux littéraires. Je sais que c'est incroyable d'imaginer ça, mais j'essaie de faire comprendre aux gens que, par exemple, le prix des libraires du Québec, il n'y a jamais eu un livre autochtone qui a été retenu parmi les finalistes depuis la création du prix en 1994. Les livres autochtones, les romans autochtones n'ont jamais reçu un seul prix littéraire décerné par le milieu littéraire au Québec dans l'histoire. C'est jamais arrivé. Pourtant, quand c'est le public qui juge, les romans autochtones gagnent souvent. Naomi Fontaine a gagné le prix des collégiens, décerné par les étudiants du cégep. Cocum a gagné le prix des clubs de lecture des bibliothèques de Montréal. Le combat des livres, même si l'animatrice, c'était pas son choix, là, mais bon, les gens ont voté. Puis il y en a d'autres aussi. Donc, ça te rappelle que même dans des secteurs où on pense que c'est acquis, il y a encore du chemin à faire. Pourquoi c'est comme ça dans le milieu littéraire? C'est pas parce que les gens sont racistes, là. C'est simplement des fois parce que l'idée qui se font de la littérature autochtone, la façon dont la littérature québécoise, la façon dont on écrit, la façon dont les histoires qu'on raconte, la langue qui est utilisée, tout ça, c'est très riche au Québec, la littérature québécoise. Il y a une certaine idée de ce qu'ils s'en font une certaine idée, et la littérature autochtone, avec des histoires différentes, une langue différente, un ton différent, ne correspond pas nécessairement à ça. Mais au bout du compte, les auteurs autochtones sont discriminés d'une certaine manière. C'est pas normal, par exemple, qu'un roman comme Cocum, qui a été retenu pour aucun prix littéraire au Québec, en a gagné 10 en France. Pas parce que les Français sont plus intelligents que les Québécois. C'est vrai? Peut-être. Je ne sais pas. Non. Mais des fois, ce que je raconte ça, c'est pas pour me plaindre, là. Pour dire que parfois, c'est subtil et qu'il faut être capable de le dire. Je ne suis pas en train d'accuser les Québécois d'être des racistes, vous comprenez? Des fois, c'est subtil, on ne s'en rend pas compte, ça glisse quelque part. Puis il faut être capable de regarder ça et de réagir à ça. Ça, j'ai dévié de ta question. C'était quoi la question? C'était sur l'art, mais tu n'as pas dévié du tout parce que tu me fais penser, on parle de littérature, mais bon, ça nous amène à regarder notre héritage colonial d'une autre manière. Voilà. Je pense à l'art public également l'amène, puis après, je vais te parler de Mary Axe to Hurley, là, qui fait aussi réfléchir avec la station de métro. Il y a des gens qui sont plus ou moins en accord avec, disons, cette étape vers la réconciliation. J'aurais préféré la station de métro de Denise Bombardier, je pense. Bon, je ne veux pas parler pour les autres. Mais quand on prend l'art public, je pense, par exemple, Ludovic Bollé, qui est un artiste Wendat, on a fait l'inauguration l'an dernier, il n'y a pas très longtemps, d'une art public dans la place publique à l'Université de Montréal qui s'appelle Parallax. Et puis c'est intéressant parce que Ludovic nous invite à regarder, dans le fond, notre héritage colonial de différentes facettes. Et puis son œuvre d'art, si ça t'intéresse, c'est dans la place publique de l'Université de Montréal, vous pourrez aller la voir. On peut se promener à travers, on peut la regarder de différents angles. Et puis j'avais trouvé ça très brillant de la manière qu'il nous disait, regardez de l'autre côté de la médaille. Hein? On parlait de John Dickinson tantôt, il disait, regardez de l'autre côté de la palissade. Allez voir ce qui se passe chez l'autre. Et la littérature, comme l'art public, nous offre la possibilité de faire ça, mais des fois, c'est inconfortable de regarder le colonialisme puis une autre version du Québec. Ben oui. C'est sûr, parce que au Québec, puis au Canada aussi, on se définit d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on est un peuple, puis c'est vrai, là, qui a une conscience sociale. Je veux dire, on n'est pas comme les Américains. On s'occupe des personnes âgées, l'éducation est gratuite, on a un système de santé gratuit, on a un filet social, on a une conscience sociale. On n'a pas élu Donald Trump. Les Canadiens se voient comme différents mieux. Et quand on arrive avec ces histoires-là, on parle des pensionnats et tout, c'est comme... Là, c'est pas exactement ça qui se passe. Donc, c'est difficile d'être confronté à ça. Il peut y avoir un réflexe de dire non, c'est pas ça, mais il faut simplement regarder les choses telles qu'elles sont. Tu sais, tout n'est pas noir et blanc, mais des fois, il y a un peu de noir, puis ça donne du gris. Puis c'est normal d'avoir des sociétés où les choses sont nuancées. Mais, moi, je te jure, Mathieu, honnêtement, la chose avec mes romans, tu sais, dans mes romans, là, la phrase qui m'est revenue, le commentaire que j'ai reçu le plus souvent, à part de dire qu'il paraît que l'auteur est extrêmement sympathique, ça, j'ai juste fait ce commentaire-là. J'ai entendu séduisant, mais je ne sais pas qui Non, dit ça. je sais, c'est pas moi qui le dis, là, mais... Et donc, les gens, écoute, honnêtement, j'ai reçu des centaines et des centaines de messages de gens qui avaient lu mes livres, de tous âges, qui avaient lu mes livres et qui me disaient « Michel, j'ai lu votre livre. Ça dépend de leur âge, des fois c'est Monsieur Jean. J'ai lu votre livre. J'ai honte. Je ne le savais pas. Qu'est-ce que je peux faire? » Ça, honnêtement, là,
C'est incroyable. Et je réponds toujours, merci de me lire, surtout si vous avez acheté le livre. Pas vrai, je ne dis pas ça. Mais je dis, merci de me lire, mais vous n'avez pas à avoir honte. Vous n'avez rien fait. Vous n'êtes pas, tu sais. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien, ce que vous êtes en train de faire. Regardez de l'autre côté de la palissade. Regardez de l'autre côté du miroir. Et aussi, maintenant que vous le savez, bien, pas faire comme si vous ne le saviez pas. Ça a changé. Et c'est ça que je trouve fantastique, c'est que les gens, en réalité, souvent, ils me disent, on ne savait pas que c'était ça. Personne ne nous a jamais raconté ça. On pensait que c'était des vieilles histoires. Moi, j'ai des gens qui me disaient, moi, mon grand-père était draveur, on admirait ça, mais là, je suis plus sûr. Ton grand-père était draveur, c'est pas de sa faute à lui, il travaillait fort, puis c'est un métier dangereux. Continue d'admirer ton grand-père, c'est pas ce que je dis. Mais il faut savoir que le draveur, c'était peut-être pas exact. C'était une fonction qui avait des conséquences pour d'autres personnes qui travaillaient, qui vivaient sur ce territoire-là. Et moi, je le dis tout le temps, puis ça me fait plaisir de le répéter à chaque fois, c'est que le peuple québécois est un des peuples les plus ouverts qui existent. Et quand on leur explique les choses calmement, avec sensibilité, ils sont capables de comprendre, sauf quelques-uns. Je peux vous les nommer? Non. Mais tu sais, je pense qu'il faut prendre... Et c'est pour ça que dans mes romans, moi, c'est un... Des fois, les gens me reprochent d'être trop souriant dans mes histoires. Mais je pense que la colère, c'est quelque chose dont il faut se méfier. Quand j'ai écrit Cocum, puis j'ai écrit la scène de la Drave, c'est la scène où la famille veut remonter jusqu'au pass, et pour la première fois, on ne peut pas remonter la rivière parce qu'elle est utilisée pour la Drave. J'ai fini d'écrire cette scène-là, c'était un dimanche, il était 19h, et j'étais vraiment pas fâché. Puis il fallait que je parle à quelqu'un d'Autochtone, j'ai appelé Isabelle Picard, qui est une amie à moi, Wendat. Je dis, écoute, Isabelle, excuse-moi de te déranger en famille, il était 20h, un dimanche à 20h. J'ai dit, mais j'ai expliqué ce que je venais de finir. Je suis fâché, puis j'ai besoin de parler à quelqu'un qui est autochtone. Puis elle m'a dit, tu sais, Michel, ce que tu décris, malheureusement, je pense que ça fait partie de c'est quoi être autochtone aussi aujourd'hui. Et je me dis, c'est vrai, il ne faut juste pas se laisser emporter par ça. Et c'est ce que Joséphine Bacon dit toujours quand j'ai demandé pourquoi tu souris tout le temps, Joséphine. Tu pourrais être fâché, des fois, tu es allé au pensionnat. Elle me dit avec sa voix douce, je ne vais pas passer ma vie fâchée, Michel. Et j'ai trouvé que c'est une parole très sage. Elle ne voulait pas passer sa vie fâchée. Donc, je suis partisan de raconter les histoires, mais sans montrer du doigt, sans blâmer, en exposant les choses et en se fiant à la bonne nature de tout le monde, sauf les quelques-uns que je vous nommerai sur une liste en sortant. En même temps, il ne faut pas passer sa vie fâchée, mais dans la réconciliation, comme projet... De l'aide de temps en temps, par exemple, oui. Il faut être capable de voir, justement, des projets de partenariat, puis de reconnaître notre avenir commun, ensemble. Oui. De cesser la marginalisation, les volontés d'assimilation, on a parlé du pensionnat, de reconnaître, on peut l'appeler la discrimination systémique, on peut l'appeler le racisme systémique. Plusieurs façons de le faire. Juste en même temps, on pensait, la commission vient, là, ça aussi, ça fait 5-6 ans. Le commissaire Jacques Vien, il disait, ça bouge trop lentement encore au Québec, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas tort, hein? Donc, si on s'en va de l'autre côté de l'Atlantique, puis qu'on regarde, je sais que toi, tu passes du temps en Europe pour tes tournées avec ton livre. Seulement pour le travail. Pour le travail. Moi aussi, j'y vais pour des colloques. D'ailleurs, il y a un titre à l'Université de Poitiers, ils font un colloque, pas de réconciliation sans décolonisation. Ouais. Et je me retrouve, je suis le seul blanc avec le chef de Manawan, Sipi Flamand, et puis Maurice Kitsabish, un Anishinaabe de Picogan. Et puis je me dis, c'est la première fois que je me retrouve le seul blanc dans un panel avec des Autochtones, puis je suis à Poitiers. Ouais. Toi, c'est quoi ton expérience de regarder la réconciliation ou les relations québécois-autochtones, mais de l'Europe? Ils m'ont déjà invité à Poitiers. Ils sont fins. Oui, ils étaient super gentils, mais ils m'ont invité, ils voulaient que je parle avec quelqu'un avec qui je n'avais pas envie de parler. Ça peut arriver. Je suis pas allé. C'était pas moi? Non, c'était pas toi. Okay. Je serais allé avec plaisir, c'était toi. Mais c'était quelqu'un qui, dans le fond, n'aime pas tant les Autochtones que ça, fait que ça ne me tentait pas d'aller faire le spectacle avec les autres là-bas. Moi, des fois, je pense je vais parler au plus vieux, là, mais Jacques Parizeau, un jour, avait dit un truc assez drôle en expliquant qu'on a été longtemps, les Québécois, comme des homards dans le
bocal d'eau chaude, puis qu'on mettait le couvercle, qu'on ne nous entendait pas, tu sais. Et souvent, j'ai l'impression que les Autochtones, on était des écrevisses dans le même bocal. C'est-à-dire qu'on pouvait chialer, se plaindre, dire n'importe quoi. Le couvercle était fermé, personne ne nous entendait, puis ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, tu sais. Et ils ont fait, les gouvernements, ce qu'ils veulent. J'ai une dame qui est morte récemment, qui s'appelle Mme Cécile Bacon de Pessamit. C'était une aînée extrêmement respectée chez les Inuits, femme de 92 ans. D'une super belle, que j'ai toujours vue souriante, qui ne parlait qu'Inuamun. Donc, une aînée qui parlait même l'ancien Innu qui était parlé en territoire. Et elle et sa famille vivaient, il y a quelques décennies, sur le bord de la rivière Bersimis, en territoire. Et un jour, l'eau a commencé à monter. Il y avait de l'eau. C'était comme pas normal. Ils se demandaient pourquoi il y a de l'eau qui monte. Et les policiers sont arrivés. Venez, il y a une inondation, on va vous mettre à l'abri. Ils les ont amenés à Betsamit, qui est Pessamit. Et c'est là qu'ils ont appris qu'on avait construit un barrage, sur la rivière. Puis que l'eau qui montait, c'était le réservoir qui était en train de se faire. Et Mme Bacon n'est jamais retournée chez elle, parce que c'était en dessous de l'eau. Cette femme-là, je l'ai vue souriante toute sa vie, mais elle n'a jamais été capable de reparler de cet événement-là. Parce que pour elle, c'est un traumatisme. C'est comme si vous habitez soudainement et inondé, on ne vous l'a pas dit. Évidemment, je ne parle même pas d'être indemnisé. Là. Rien passé. Ça s'est passé, cette dame-là vient de mourir il y a quelques mois, donc c'est pas si vieux que ça aussi. Ces affaires-là se passaient à l'époque, mais ça ne pourrait plus se passer comme ça maintenant. En Europe, les gens ils sont très au courant de ce qui se passe ici au Québec puis au Canada sur ces questions-là, puis ils s'y intéressent aussi beaucoup. J'arrive d'Italie. J'étais dans un festival littéraire, puis on était dans une salle, puis il y avait 300 personnes qui avaient payé des billets pour venir m'entendre. Je ne suis pas si connu que ça en Italie, rassurez-vous, malheureusement, mais le sujet les intéressait. Il avait aussi entendu parler que l'auteur était extrêmement sympathique. Ça court en Italie, ça aussi. Mais donc, le sujet les intéressait. Les gens étaient prêts à payer pour aller entendre quelqu'un qui parle sur ces questions-là. Je vais en France, c'est la même chose. Je vais en Allemagne, c'est la même chose. Et je pense que le Québec et le Canada devraient en tenir compte parce que va venir un moment où on va être jugé à cause de ça. Il y a 2-3 ans, il y a un journaliste allemand, je me souviens, on était à Berlin, on faisait une entrevue, puis il me dit après ça, en prenant une bière, c'était comme ça la bière, il me dit, les Allemands ils sont capables d'en boire, il me dit, tu sais Michel, il dit, nous autres, on a notre passé sombre en Allemagne et on le connaît. Mais il dit, on ne savait pas que le Canada avait aussi son passé sombre. Et ça change notre point de vue sur vous. On ne vous regarde plus de la même manière maintenant. On ne s'en rend pas encore compte, mais ces choses-là, ça fait son chemin. Et au Québec, s'il y a une affaire qu'on n'aime pas, c'est quand les gens à l'étranger nous jugent négativement. Alors, je pense que pour éviter que ça se fasse, il va falloir commencer à accepter que les choses doivent bouger plus rapidement qu'elles bougent actuellement. Parce que le mouvement, c'est bien, mais tu sais, on apprenait à l'école que si, mettons, sur cette distance-là, tu coupes la moitié, tu ne vas jamais arriver à coller tes 2 doigts. Il faut toujours être une moitié de quelque chose. C'est la même chose quand je dis qu'il y a du progrès sur les questions autochtones. Il ne faut pas juste que ça avance, il faut que ça aboutisse sur quelque chose. Et je pense qu'il va y avoir une pression qui va venir de l'extérieur sur nous ici. On appelle ça des alliés. Oui, il y a des alliés. En même temps, tu parlais des barrages hydroélectriques, puis moi, le jour où quelqu'un m'a dit, quelqu'un avec qui je travaillais, qui venait d'une communauté autochtone, qui m'a dit « Ce que tu appelles un réservoir, c'est des territoires inondés. » Et là, j'ai compris quelque chose. C'est qu'on a grandi dans ce mythe du Québec moderne qui se développe en se projetant sur son territoire nordique, construction des barrages, nationalisation de l'hydroélectricité. Puis on a eu juste un discours qui nous a été mis de l'avant. Aujourd'hui, bon, l'appel de la Commission Vérité et Réconciliation en 2015, c'était notamment que l'école, l'université enseignent l'histoire des pensionnats. Jusqu'en 2019, on pouvait entendre à la radio de Radio-Canada, les pensionnats, c'est une histoire canadienne, c'est pas une histoire québécoise. Hein? Bon, ben là, on s'en rend compte. C'est une histoire québécoise, c'est une histoire aussi du développement des Québécois, puis les 2 histoires sont valables. C'est-à-dire que c'est vrai que les Québécois se sont émancipés économiquement avec la Révolution tranquille, mais c'est aussi vrai que ça s'est fait sur le dos de la colonisation des peuples autochtones. Juste, les barrages, c'est un excellent élément. Récemment, quand Donald Trump a annoncé les tarifs, le lendemain, le premier ministre du Québec a fait une conférence de presse. Une des choses qu'il a dites, c'est, en réponse à ça, on va réagir. On va développer l'économie du Québec. On va construire de nouveaux barrages. Puis il a continué.
Bon, la majorité des Québécois entendent ça. Ah oui, des barrages, parce qu'évidemment, on a fait la baie James, ça a développé le Québec. Moi, je suis chez nous dans la cuisine, j'entends ça, puis je me dis, OK, qui va se faire inonder? Quel territoire va être perdu? Qui va perdre son chez-soi? C'est comme ça que nous, on voit quand on parle d'un barrage. Quand tu dis, Mathieu, qu'on disait, par exemple, les pensionnats, c'est une histoire canadienne, ça nous ramène au fait qu'au Québec, il y a beaucoup de gens, puis c'est le mythe du bon colon français versus le mythe du méchant colon anglais. Il y a beaucoup de gens qui ont répété, des gens comme Serge Bouchard, que j'aimais bien par ailleurs, mais qui n'avaient pas toujours raison, et qui ont répété plusieurs fois que la culture française était plus ouverte aux Autochtones que la culture anglaise, etc. Et moi, je répondais toujours, par exemple, « Ouais, mais vous faites quoi avec les Inuits? » Parce que les Inuits ne sont pas soumis à la loi sur les Indiens. Parce que quand elle a été créée, dans la fin du 19e siècle, il n'y avait aucun Canadien et aucun Québécois qui vivait dans le Grand Nord. Il n'y avait que les Inuits. Donc, ils n'ont pas été touchés par ça. Et ils ont éventuellement été colonisés quand on a découvert le potentiel hydroélectrique de la baie James à la fin des années 50. Et là, le Québec a réclamé le Nord en disant c'est le territoire québécois. Puis Ottawa, il a dit on va vous le donner, mais il faut que tu t'occupes des Autochtones dans le Nord. Québec avait toujours refusé de reconnaître que les Autochtones, que c'était des Autochtones puis qu'il y avait une responsabilité. Elle a dit il n'y a pas de problème, on va s'en occuper. Et à ce moment-là, le Québec a forcé les Autochtones du Grand Nord à vivre dans 14 villages. Puis pour les forcer à vivre dans le village, on a tué les chiens nordiques. En 1950, on avait compté 20 000 chiens, les Kémiques, c'est la race. En 1970, il restait 0 chien. On avait réuni les chiens dans les villages, les policiers les abattaient devant tout le monde. On mettait de l'essence, puis on les brûlait sur la banquise. C'est le traumatisme des Inuits. Donc tu parles d'Alchimique, le roman du même nom. Mon roman Alchimique raconte. J'ai écrit pour ça, parce que j'étais tanné d'entendre les gens me dire le problème des Autochtones, c'est les Anglais. Parce qu'Ottawa a fait la loi sur les Indiens, a fait les pensionnats, puis nous, on est mieux. Personne n'est mieux, personne n'est pire. C'est ça que je veux dire. Je ne dis pas qu'un est mieux, ça s'appelle la colonisation et ça s'est fait d'un océan à l'autre. C'est la même chose pour les pensionnats. Parce qu'encore aujourd'hui, certains chroniqueurs disent que c'est un problème, les pensionnats, qui n'est pas québécois. On peut le lire dans les journaux, au singulier, dans le journal. Et encore aujourd'hui, et c'est normal d'une certaine manière parce qu'on en a moins parlé au Québec. Je veux dire, pour être honnête avec vous, j'ai appris moi-même l'existence des pensionnats autochtones au Québec en 2012. Parce que je connaissais les pensionnats autochtones Canada. J'ai même visité le pensionnat au nord de Fort-Capelle où on a trouvé plus de 200 victimes. Puis il y en a eu un à Pointe-Bleue. Moi, on m'avait dit que c'était une école. Je n'ai pas posé de questions, tu sais, à l'époque. Et c'est quand des cousines de ma mère m'ont raconté comment ils étaient amenés de force en avion, comment quand ils débarquaient de l'avion, ils les comptaient, 1, 2, 3, 4. Si tu étais la 4e personne, ton nom pour l'année, c'était 4. C'était interdit de parler leur langue. Ils ont été punis, ils ont été battus, ils ont été agressés. Puis là, j'avais ces femmes-là qui me racontaient leur histoire. Je disais, oh boy, c'est arrivé ici, puis on ne l'a jamais fait. Et donc, le Québec a réalisé plus tard que ça s'est fait, mais ça s'est fait plus tard chez nous. Pas parce qu'on est moins pire ou plus pire. Parce que quand les colons sont arrivés dans les prairies canadiennes, ils ont voulu la prairie pour faire les fermes. Puis quand, à un moment donné, on a voulu la forêt pour le bois, bien ça, c'était plus tard, 100 ans plus tard. Alors, on a pris les Autochtones, on les a mis dans les réserves, puis on a envoyé les enfants dans les pensionnats. On en revient à ce qu'on disait plus tôt, la vérité. Il faut s'entendre sur cette vérité-là. Et il faut cesser d'arrêter au Québec de dire qu'on est différent. Je veux dire, le rapport avec les Autochtones, à peu de choses près, a été le même un peu partout. Et je ne pense pas qu'on peut dire que les Canadiens anglais, c'est du méchant monde, là. T'sais? Fait que tout le monde a vécu ça. Et parler avec les Autochtones du reste du Canada, ils vont vous raconter la même histoire que les Autochtones ici vont vous raconter aussi. C'est dur quand même. Hein? Sur ça, là, j'aimerais ça te sortir de ta retraite de chef d'antenne puis de journaliste, puis te demander... Dernière heure. La station du métro de Montréal va s'appeler Marie to Axe Early. Comment tu couvres ça? Puis qu'est-ce que tu as vu de cette couverture-là médiatique, qui était quand même contrastée? Ben, les gens qui critiquaient sont les mêmes qui sont en train d'engueuler qui me suit, là. Mais j'ai compris que le principal argument, c'est qu'il fallait que les stations de métro aient un rapport avec ce qu'il y avait dans le coin. Que quand tu avais... que les nouvelles stations de métro représentaient pas un nom de rue, et donc on pourrait se perdre. C'était pas pratique. Se perdre sur les chemins de réconciliation. Ouais, exactement, oui, c'est ça. On ne sait pas où on va aboutir avec ça. Mais l'autre chose aussi, c'est que
ça ne représentait pas tout le monde, c'était pas rassembleur. J'ai entendu ça aussi dans les commentaires. C'était pas rassembleur. Il y en a combien des stations de métro qui ont des noms autochtones? Il n'y en a pas beaucoup. Peux-tu en avoir une? C'est grave d'avoir un nom autochtone? Il y a combien de rues à Montréal qui ont des noms autochtones? Il n'y en a pas beaucoup. Je veux dire, il y a un parc à chiens au nom du chien de, je ne sais plus quel explorateur à l'époque qui était ici, là, comment est-ce qu'il s'appelait son chien? Il attaquait les Mohawks, le chien. Gilles Proulx a fait plusieurs chroniques sur cette chose-là. Et on a même donné un nom, un parc à chiens en l'honneur d'un chien qui n'aimait pas les Autochtones et allait les mordre. Fait que, peut-tu avoir une rue pour des gens qui ont combattu? Tu sais, je veux dire, c'est juste qu'il faut apprendre à faire une place, c'est tout. Et le dire gentiment. Personnellement, je trouve que c'est parfait. Puis ceux qui chialent. Parce que des fois, on a l'impression que ces sujets-là sont hijackés par des gens qui cherchent à créer des controverses pour toutes sortes de raisons. Mais si on demande à l'ensemble des gens, je pense que la plupart des gens vont être d'accord. Et pourtant, je trouve que, bon, moi, j'enseigne le combat de Mary Tuax Earley pour le droit des femmes autochtones dans mes cours. Et il y a une photo que j'adore, c'est après le rapatriement constitutionnel. On sait à quel point René Lévesque aimait Pierre-Éliott Trudeau. Et Mary Tuax Earley voulait prendre la parole dans les négociations pour revendiquer l'amendement de la loi sur les Indiens. Et elle n'avait pas la parole, donc René Lévesque a cédé son droit de parole dans une conférence constitutionnelle à Mary Tuax Earley, qui était derrière le petit panneau là, Québec, et tu as René Lévesque à côté qui rigole en disant « Je l'ai bien eu, Pierre-Éliott. Hein. » Donc ça, ce serait un exemple. Mais ma grand-mère est une de ces femmes qui a récupéré son statut grâce à ça, et notre famille aussi. Je veux dire, moi, je trouve que c'est tout à fait justifié. En plus, ça a l'avantage de ramener ça, cette histoire-là, de faire connaître ces personnages-là, qui sont des personnages, je ne veux pas dire oubliés, mais dont on ne parle pas. Toi, tu en parles à l'université, je te félicite. Mais la plupart des gens, malheureusement, le savent pas. Fait que là, c'est ça la réconciliation. C'est accepter que les choses changent, puis que, ben oui, mais c'est pas exactement un monsieur Tremblay qui est sur le nom de la station, mais c'est quelqu'un qui vivait ici aussi, et qui contribuait à la société. Vu que tu parles de contribution à la société, j'aimerais t'amener sur une des dernières questions que notre doyen nous a suggérées, c'est-à-dire celle de la relève. Oui. À part moi, là, jeune professeur que tu admires, là. Absolument, absolument. Non, mais je te jure. Puis, la relève. Par contre, il faut que je t'explique une chose, c'est qu'il faut que tu arrêtes l'habitude d'être mieux habillé que tes invités. Ça, il faut que je te parle, Mathieu, là-dessus. Il faut que tu sois indulgent vers les gens. À chaque fois qu'on se voit, c'est tabarnouche, OK, je me sens encore trompé. On s'enverra des photos pour coordonner notre... C'est bon. C'est bon, merci. Je vais choisir ma cravate, j'en ai encore. Mais comment est-ce que tu penses que la relève, à tes yeux, parce que tu les vois qui lisent tes livres, tu t'en fréquentes, tu vois aussi les jeunes dans nos relève les deux, la relève autochtone puis la relève non autochtone. Parce que la réconciliation, il faut que ça se fasse à deux. Ben, moi, j'ai un grand espoir dans la relève parce que, je le disais tantôt, la jeune génération voit les choses autrement. Moi, quand j'ai commencé à écrire des livres, j'allais dans des salons du livre et 90% des gens qui venaient me voir étaient des personnes d'un certain âge. Tu sais. Et c'est proche du mien, finalement. Et maintenant, plus de la moitié ont 35 ans et moins. Malheureusement, ce n'est pas parce qu'ils pensent que je suis de leur âge. Tu sais. C'est parce que le sujet les intéresse. Parce que c'est des sujets qui sont d'actualité pour eux. Donc, j'y crois parce que je vois, notamment chez les jeunes Québécois, je vois une grande ouverture, un changement. Ils voient les choses naturellement. Pas tout le monde, évidemment, on s'entend. Mais beaucoup de gens chez qui je vois qu'ils voient les choses naturellement autrement que comme les autres l'ont vu avant eux. Et ces questions-là sont réglées. Chez les Autochtones, c'est la même chose. Moi, je veux dire, je suis épaté par la qualité de la relève autochtone. Tu sais, je vois Moira Bacon qui est ici, qui est une jeune écrivaine, qui, moi, à son âge, je n'avais pas écrit un livre, puis je ne suis pas certain que j'aurais été capable d'en écrire un, puis elle est rendue à 2. Ça n'a pas 30 ans, ça. C'est fâchant quand même, tu dis ça. Tu sais. Ça va être quoi rendu à mon âge? Je vais avoir la Pléiade. Bon. Mais
Et puis il y en a d'autres, là, puis c'est des gens intelligents, puis il y a ces jeunes-là qui, il y a ceux qui viennent dans les universités, dont on a besoin aussi, parce que c'est beau d'avoir des écrivains, mais c'est le fun d'avoir des médecins. Des fois, ça sert aussi, tu sais. Puis des ingénieurs, puis des choses comme ça. Et dans les communautés autochtones, je vois aussi, il y a un regain de fierté. Et parce qu'il y a, je dirais, il y a une vingtaine d'années, tu sais, j'en suis, moi, de ceux qui, pour avoir la pêche, je ne disais pas que j'étais autochtone. Et dans les communautés autochtones, les gens n'avaient pas tant de fierté que ça, souvent à une certaine époque, parce que c'était une période difficile. Mais maintenant, la jeune génération revendique son autochtonie, puis sa culture, sa langue. Et ça percole un peu partout dans les organisations, dans les institutions. Je veux dire, il y a Jérôme Gill, qui est un jeune, qui était journaliste, puis maintenant travaille le conseil, l'Association des Premières Nations, je parlais avec lui, puis, tu sais, comme il connaissait à fond tous les dossiers constitutionnels, etc. Donc, il y a une compétence qui se développe chez les Autochtones, et dans les communautés, et dans les universités. Et il y a une ouverture que moi je constate chez les jeunes Québécois en général qui est extrêmement importante aussi. Et ça, pour moi, c'est pour ça que je suis optimiste pour la suite des choses. Parce que, je veux dire, si je voyais les jeunes qui étaient au contraire plus réfractaires, je serais inquiet. Mais je le vois, ça. Et je vois aussi les institutions qui font leur part pour pousser ça, pour mousser. Tu sais, c'est le cas de l'université ici, mais c'est le cas d'autres institutions également. Hier, je suis avec les gens d'Hydro-Québec qui m'avaient demandé pour le 30, moi je ne serais pas là, mais ils voulaient faire quelque chose pour leurs employés où on expliquait des questions liées à la réconciliation, liées au 30. Je veux dire, on l'a fait, je l'ai fait avec eux parce que ils veulent que leurs entreprises s'intéressent. Un jour, j'ai fait un truc avec Rio Tinto. Rio Tinto, c'est eux autres qui ont fait le barrage sur la rivière Péribonka chez nous. Je veux dire, on a un long historique, eux et moi. Mais ils m'avaient demandé de faire un truc avec leurs employés, puis j'avais accepté de le faire. Puis c'était pan-canadien, parce qu'il y a des usines dans l'Ouest canadien. Puis je regardais sur un écran géant, puis il y avait des jeunes dans différentes villes. Puis tu sais, il y avait une usine à Edmonton, si je me souviens bien. Puis là, je voyais des gars avant, on disait des bleus de travail, mais maintenant, c'est jaune orange, là. Tu sais, les gars, ils ont leur habit de travail avec le casque sur la tête. Ils étaient dans la cafétéria, ils étaient 300 là-bas, habillés en travail, qui mettaient le casque, puis qui venaient écouter, on parlait de ces questions-là. Puis il y avait plusieurs jeunes là-dedans aussi qui étaient là, puis je me disais, wow, on est capable de parler de ces questions-là avec des gars dans une shop à Edmonton. Puis personne n'a bâillé, en tout cas, s'il le faisait, je ne m'en suis pas rendu compte. Et tout ça, pour moi, c'est quelque chose qui s'appelle le mouvement. Je veux dire, faire bouger une grosse pierre, c'est la partir, c'est vraiment dur. Mais une fois qu'elle commence à bouger, c'est de plus en plus facile. Puis tu peux prendre la vitesse. Et moi, pour moi, la relève est ce qui me donne cet espoir-là. Tant chez les Autochtones que chez les non-Autochtones aussi. C'est bon que tu parles d'espoir aussi, parce qu'on parle de choses qui sont évidemment difficiles à entendre, difficiles à vivre émotionnellement, hein, la violence envers les peuples autochtones, la colonisation. Mais dans l'idée de la réconciliation, il y a aussi celle de tracer des nouveaux chemins et puis d'avoir un espoir pour l'avenir. J'ai une dernière question que je voudrais te poser avant qu'on passe la parole à l'auditoire, qui n'a pas encore bâillé non plus, à ce que j'ai vu, donc ça va? Non, puis on ne veut pas te gêner qui reste dans le fond, on veut des questions, s'il vous plaît. Ma dernière question, on parle souvent de la façon dont, bon, au Québec, on a une relation peut-être différente de celle du Canada avec les communautés autochtones. On le voit, là, il y a des problèmes. On a du retard, je dirais. C'est là que je voudrais aller avec toi, parce qu'il y a un moment où on se pétait les bretelles, qu'on avait de l'avance. Premier traité moderne, les accords d'Abbé-James. OK, il a fallu que la Cour nous force à le faire. Il a fallu le Cour supérieur forcer le Québec à le faire. Là, mais c'est quand même un modèle qui s'est développé. Et puis, ma question, c'est, est-ce que tu vois un modèle particulier pour le Québec, pour la réconciliation, qui serait différent d'ailleurs au Canada? Parce que c'est un projet de société. Puis moi, je me dis des fois, si on regarde trop à l'ouest de la rivière des Outaouais, pour importer des modèles puis les plaquer sur notre vision de réconciliation, puis qu'on ne prend pas le temps de réfléchir à développer notre propre vision, ça se peut qu'on manque le bateau. Wow, j'aurais être prof d'université si je réponds à cette question-là. En fait, quand je dis qu'on a du retard, c'est que ça fait moins longtemps qu'on a commencé ça. Tu sais, par exemple, des écrivains autochtones au Canada anglais, il y en a beaucoup.
Nous, ça a commencé autour de 2009-2010. Là, maintenant, ça s'est développé. Ces questions-là, on a commencé à réfléchir là-dessus un peu plus tard au Québec, mais ça se rattrape le temps. Ce n'est pas un drame pour moi. Tu sais, tu as nommé l'exemple de la baie James, qui pour moi, puis c'est juste mon avis, j'ai des gens, même chez nous, qui vont me tirer des roches pour ce que je vais dire, là, mais l'accord de la baie James, qui a été obtenu après de hautes luttes par les CRI, qui, au moment où c'est arrivé, avait dans leur rang Mathieu Kuncombe, des avocats, des gens qui étaient extrêmement compétents. Ça a joué aussi dans ça, dans leur combat. Ah oui, c'est pas un cadeau, là. C'est arraché de chaud de lutte. Non. Ils sont allés souvenez-vous, en Rabasca, à New York, des pressions aux Nations Unies, etc. Les gens étaient bien insultés au Québec que des Autochtones aient humilié le Québec en disant à New York, aux Nations Unies, qu'on traitait mal les Autochtones. Les gens ne le prenaient pas à l'époque. Et quand ils ont gagné, donc, la Cour leur a donné un montant d'argent important pour l'époque. Je ne me souviens plus du montant, mais c'était un gros montant. Et si ils n'ont pas pris cet argent-là, puis ils l'ont donné à tout le monde, chacun va avoir son petit 10 000 $, ils ont pris l'argent, ils l'ont gardé pour la communauté, puis ils ont développé leur communauté avec ça. Et à l'époque, les Cris étaient une des communautés, une des nations où il y avait beaucoup de problèmes, comme dans tout le cas chez nous aussi. Et maintenant, tout n'est pas rose encore, les Cris vont vous le dire, mais les choses se sont améliorées. Et si vous voulez faire des affaires dans le nord du Québec, vous n'êtes pas capable de faire de la business sans passer par les Cris. C'est un peu comme les Texans du Nord. D'ailleurs, j'avais vu un Cri une fois, j'étais à l'aéroport à Sept-Îles, chemise en jean, bedonnant, avec une casquette. Il y avait là d'un Texan, je trouvais. Puis, parce qu'ils ont la compagnie aérienne, ils ont une compagnie de claims, ils ont une compagnie qui font les routes, je veux dire, ils ont l'expertise, les employés qui sont là. Donc, les CRI sont arrivés, d'une certaine manière, à avoir un mot à dire sur le développement économique sur leur territoire et, quand le développement économique se fait, d'en profiter. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui évoque quand même. Et je pense que si on a quelque chose à faire, c'est ça. C'est-à-dire que les Autochtones ne sont pas opposés à tout développement économique sur leur territoire. Mais ils veulent avoir leur mot à dire puis pouvoir dire non parfois. Par exemple, le régime forestier, actuellement, la réforme qui est faite, tu sais, sur papier, on préserve 30 de la forêt. C'est ça qu'on voit. Mais le 30 de la forêt qu'on préserve est surtout dans le Grand Nord, là où les Autochtones ne vivent pas. Et donc, dans leur territoire où ils vivent, c'est presque l'ensemble de la forêt qui va être rasée. Donc, ils disent non. Dans un cas comme ça, je pense qu'il faudrait quelque part que les Autochtones puissent avoir un mot à dire. Ça veut dire, par exemple, qu'il faudrait au Québec, qui est une nation où on a une longue tradition d'aimer les blés d'Inde égaux. Quand il y en a un qui dépasse, rapidement, on arrange ça, puis tu sais, il faut que ton blé d'Inde soit égal aux autres. Accepter qu'il y a quelques blés d'Inde qui dépassent. Parce que les gens ont des droits qu'ils n'ont jamais cédés par traité, et que ces gens-là vivent sur ce territoire-là encore aujourd'hui. Un. Deux, ensuite, qu'ils en bénéficient et qu'ils puissent, après ça, eux-mêmes aussi participer à l'exploitation quand ils le veulent et ils le désirent. Si déjà on fait ça, ça va ouvrir des portes, je pense. En même temps, c'est compliqué encore parce que souvent la gestion dans les communautés, c'est encore compliqué et tout le monde ne s'entend pas. Donc, je comprends que ce que je vous parle là, c'est théorique, mais ça peut se faire. Ça part d'une volonté, pas politique, ça part d'une volonté de société, d'accepter que les Autochtones ne sont pas exactement des Québécois. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Des fois, c'est subtil. OK? Projet de loi 96 où on forçait plus de cours de français dans les cégeps et les écoles anglaises. Il y a une conférence de presse où la grande chef des Cris à l'époque, puis le grand chef des Mohawks ont dénoncé ça. Puis ils ne voulaient pas. Puis là, Mario Dumont me disait, ouais, mais tu sais, c'est même pas pour protéger leur langue qu'ils font ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas apprendre de français. Puis le lendemain, la chef Cri, elle a dit, nous, on n'est pas des Québécois, là, on est des Cris, puis on veut protéger les Cris. Puis le lendemain, la chef de pit est venue me voir, elle m'a dit, Michel, t'as-tu vu la grande chef hier? J'ai dit, oui. Elle a dit qu'elle n'était pas québécoise. Vous nous rejetez. J'ai dit, elle n'a pas dit qu'elle n'aimait pas les Québécois.
Les Cris vivent là depuis 4000 ans à peu près. Ils ne deviennent pas québécois parce que le Québec a décidé qu'ils sont québécois. C'est encore des Cris qui vivent au Québec. OK? Puis j'explique, j'ai dit, tu vois, les cours de français, les Cris, ils ont le même système scolaire que les autres. Tu sais, à l'école, on apprend les mathématiques comme les autres, là. En plus, les communautés donnent des cours de langue, de culture, de leur culture, un peu au travers des cours. Mais si on force 3 cours de français de plus, qu'est-ce qu'ils vont couper? Pas les maths. Les cours de culture Cris. Ils ne veulent pas ça. Leur réalité n'est pas la même que les anglophones de Montréal. C'est pas parce qu'un autochtone qui parle anglais qu'il est un anglophone. Il est un Cri qui a été colonisé par des Anglais, puis il a appris l'anglais comme moi j'ai appris le français. Et ça, c'est des choses qui sont à la fois simples et compliquées. C'est qu'on a tendance à boquer sur ces choses-là, alors qu'il faut ouvrir les esprits et essayer de voir, d'accepter que les choses sont différentes parfois pour les Autochtones. Alors, si j'étais le premier ministre du Québec, après avoir créé la Journée nationale Joyce et Chacouane, j'ouvrirais ces canaux-là, puis je pense qu'on pourrait arriver un jour à des choses qui pourraient être intéressantes, à la fois pour le Québec et pour les Premières Nations. Parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, là. Les Autochtones, ils ne souhaitent pas revenir à 1400. On a compris que le monde a changé, là, tu sais. On l'a vu, nous autres aussi. Mais ce territoire-là, qui s'appelle le Québec, on le partage maintenant. Mais le partager, ça ne veut pas dire que l'argent va juste d'un bord. Tu sais, le partage, c'est partage. Voilà. C'est une bonne réponse, hein? C'est une bonne réponse, puis même si on n'a pas coordonné nos cravates, je pense qu'on s'est aligné dans nos esprits parce que tu as touché tous les éléments de ce que je voulais pour une définition de réconciliation. La reconnaissance des droits, le développement de partenariats, le respect, puis la coopération. Ouais, mais toi, tu le dis mieux que moi, par exemple. Je t'écoute, là, c'est plus clair. Je résume tes propos, c'est Merci. pour ça. Michel, je te remercie beaucoup pour cet Merci, entretien. Mathieu. Discussion, Merci tout le monde. Je vous remercie d'être venu.